Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à la première des tables rondes thématiques de cet événement digital de l'AMRAE. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je vais être avec vous pendant ces 2 jours pour 6 tables rondes thématiques. Alors nous parlerons gestion des risques bien sûr et assurance, mais nous rentrerons aussi dans le détail de certains risques, comme le risque cyber, les risques RH ou le risque de supply chain. Et premier risque pour cette matinée, il s'agit du risque climat. Et plus largement, nous allons parler des enjeux de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Alors pour en parler, 4 experts sont réunis à mes côtés. Antoine Denoy, dirigeant d'AXA Climate, bonjour. Bonjour. Gérard Payen, membre du conseil d'administration de l'AMRAE. Bonjour Gérard. Bonjour. Edwige Ray, vous êtes responsable RSE et développement durable du groupe Mazars. Bonjour. Hélène Valade, présidente de l'ORSE, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour à tous. Alors, juste un point, n'hésitez pas tout au long de ces tables rondes à nous communiquer vos questions au moyen du chat. Vous avez un petit bouton violet en bas de l'écran. Alors, peut-être pour commencer de façon un peu didactique, Gérard, je me tourne vers vous. Et j'aimerais qu'on se penche sur la définition du risque climatique pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le risque climatique, c'est une sorte de risque chapeau en fait, qui va recouvrir tous les risques qui sont induits par le changement climatique planétaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Alors, de manière assez générale, on le décline en deux types de risques. Les risques physiques, donc qui sont des risques d'impact physique provoqués par des événements climatiques. Ça peut être de la grêle, la montée des océans. Montée des océans qui peut amener une entreprise à investir pour s'en prémunir. On y reviendra sans doute. Et puis les risques de transition, qui sont les risques sur une durée plus longue, dont les impacts vont amener des changements sur les business models, les modèles d'affaires des entreprises. Alors pour illustrer peut-être un petit peu plus le sujet du risque de transition, imaginons une entreprise qui possède et exploite des mines de charbon, par exemple, dont on sait que le produit, finalement, n'est pas acceptable sur une longue période dans une trajectoire de décarbonation. Cette entreprise va sans doute être amenée à changer de métier et va devoir effectuer ce changement tout en ayant des actifs dont la valeur économique va diminuer, ce qu'on va pouvoir appeler potentiellement à terme des actifs échoués. Voilà, un point de commentaire sur le vocabulaire. On parle de risque de transition. Alors, on pourrait entendre une évolution progressive assez douce. Attention, les risques de transition, ça peut aussi recouvrir des chocs, des disruptions, donc des phénomènes extrêmement brutaux. L'une des raisons, c'est que quand on parle de risque climatique, en fait, il ne faut pas se contenter, si vous me permettez l'expression, de regarder le ciel et les astres. Il faut aussi regarder les décisions qui vont être prises par les autres acteurs sur la planète, les décisions prises par la puissance publique, parce que celles-là aussi peuvent modifier mon profil de risque à moi. Et pour faire un pendant avec la situation actuelle, je crois que ce qu'on a bien vu dans la pandémie, c'est qu'effectivement, il y avait le virus, il y avait aussi les décisions. Pour faire court, ce n'est pas le virus qui a fermé les musées. Hélène Valade, peut-être un complément. Est-ce que c'est votre définition aussi du risque climatique et je lis dans les paroles de Gérard aussi un risque de réputation lié à ce risque climatique. Est-ce que vous en convenez ? Oui, je pense que c'est à la fois un risque qui va peser sur la valeur financière de l'entreprise, mais aussi sur sa valeur extra-financière et donc sur cette dimension également de responsabilité sociétale que l'entreprise doit avoir par rapport à cet enjeu du climat. Je veux juste préciser quelque chose. Je pense que ce que l'on entend par risque climat renvoie à l'ensemble des impacts qui vont affecter l'entreprise, ses assets, sa chaîne d'approvisionnement,
dans un temps présent, moyen et long. Donc cette notion de risque climat, par définition, demande à ce qu'on intègre une dimension un peu plus de long terme. Et ça renvoie à des choses extrêmement tangibles. Ça renvoie à des risques qui sont déjà avérés. Le climat, c'est des phénomènes climatiques extrêmes qui affectent les assets d'un certain nombre d'entreprises. Et puis, c'est sur le plus long terme, en effet, l'augmentation des températures qui pose question sur le modèle économique des entreprises. La SNCF, par exemple, est membre de l'ORS. Une question pour la SNCF, c'est comment les métaux résistent à la chaleur. Donc, comment les rails vont résister à la chaleur. Bon, donc, c'est tout ça. Et c'est pour ça aussi que c'est complexe, c'est-à-dire c'est cette dimension présente et future qu'il faut en effet essayer de scénariser par rapport à un risque. Alors moi, je sais qu'on s'adresse à des personnes dont c'est le métier, mais le risque est déjà avéré, le risque est là. Vous avez sans doute vu Météo France qui publiait hier la cartographie de la France des températures dans 30 ans, c'est ahurissant. Voilà, donc comment nos business résistent à cette augmentation des températures et après, en effet, comment ils s'adaptent, se transforment pour être dans cette transition environnementale que l'on attend et dont on a besoin. Edwige, alors je sais que vous vous penchez sur les documents de référence des entreprises. On reviendra en détail tout à l'heure sur certains de ces documents. Mais on plaisantait l'autre jour sur le fait que certaines entreprises écrivent encore dans leurs documents de référence qu'elles ne sont pas concernées par le risque climat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en effet, il faut remettre ça dans la réglementation, puisque dans les documents dont vous parlez, les documents de référence ou les déclarations de performance extra-financière, on attend des éléments très précis. Pour reprendre la réglementation très rapidement, en France, on a une tradition du reporting extra-financier assez longue, mais qui, jusqu'à il y a 3-4 ans, était finalement assez scolaire. On était dans un exercice de répondre à une quarantaine d'informations sociales, environnementales et sociétales. Gaucher les cases, c'était un peu l'esprit. Et à un moment donné, il y a eu un véritable basculement suite à une directive qui a été publiée par l'Europe, la directive sur le reporting non financier, et qui a été transposée en France et qui a donné ce nom de déclaration de performance extra-financière. Et vous entendrez beaucoup de responsables RSE développement durable parler de DPEF. Je pense qu'il faut le connaître parce que ça va revenir régulièrement dans les conversations. Et là où il y a quelque chose qui a changé, c'est que le législateur a dit maintenant, vous allez devoir identifier les risques qui étaient les plus importants pour vous. Et donc ça change quand même la manière de fonctionner. Ça change l'organisation, puisque ça va rapprocher des directions qui ne se parlaient pas. Je pense qu'il y a des responsables de risque qui, à un moment donné, ont vu débarquer dans leur bureau des responsables RSE en disant je dois identifier mes risques. C'est quoi la méthodologie? Comment vous faites au niveau financier? Comment on s'accorde? Comment on intègre ces éléments-là sur quelque chose que je pense les responsables risques n'avaient pas forcément anticipé, et dont ce risque climatique. Alors oui, il y a des entreprises qui disent encore qu'elles ne considèrent pas comme le risque climatique comme un risque majeur. C'est très rare, puisque c'est quand même un sujet assez incontournable aujourd'hui. Nous, on le voit, chez Mazars, on fait un baromètre tous les ans, on lit ces rapports. Et aujourd'hui, je pense que la grande majorité, 90% des entreprises, considèrent ce risque climatique comme majeur. Celles qui disent qu'il n'est pas majeur, il faut bien lire entre les lignes, elles vont dire, in fine, mon activité, je suis dans du service, je n'ai pas un impact direct. Mais pour autant, je considère que c'est un enjeu, que c'est une opportunité, que c'est une attente de mes parties prenantes. Donc il y a cette notion de risque qui est peut-être un petit peu fermée, qui est la définition française aujourd'hui en termes de réglementation. Et c'est vrai que moi, je préfère qu'on parle d'enjeux matériels que de risques. Et là, en fait, on va ouvrir et on va intégrer toutes les entreprises dans cette réflexion-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un dirigeant qui ne se pose pas la question de comment je vais gérer cette transition énergétique, quel est mon impact, est-ce que je dois transformer mon business model? Et cette question, elle se pose. Après, cette notion de risque ferme un petit peu le débat, et donc je pense qu'il va falloir l'ouvrir sur ce sujet-là pour laisser sa place à toute cette information extra-financière. Antoine, la définition du risque climatique, c'est un de vos chevaux de bataille. C'est-à-dire que il semble que beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entreprises comprennent mal ce que ça veut dire. Oui, tout à fait. Et puis je rebondis sur votre question sur est-ce qu'on est concerné. Je vais prendre l'angle du collaborateur. Je ne sais pas si les entreprises sont concernées.
Ce qui est sûr, c'est que les collaborateurs le sont dans les entreprises. On réalise aussi une étude avec nos partenaires sur l'appétit des collaborateurs dans les grandes entreprises à bouger sur ce sujet. Un tiers se disent anxieux, voire quasiment dépressifs par rapport aux perspectives. Et puis 2 tiers ont envie de prendre des actions concrètes sur le climat au travail. Et donc c'est très intéressant et de prendre cet angle parce que la transformation qu'amène le climat est une transformation très probablement beaucoup plus disruptive que le digital il y a quelques années, parce qu'elle touche le sens. Et la frontière entre le citoyen et le collaborateur s'estompe. Et nous, nos convictions sur le sujet de ce risque climatique, c'est qu'une partie de la solution viendra de la mise en mouvement des collaborateurs. Et la question, je pense, et j'y viens à la connaissance scientifique, parce qu'il y a un lien entre votre question et mon début de réponse, c'est que fondamentalement, le challenge pour l'entreprise, pour les dirigeants, c'est de comprendre comment animer ses collaborateurs. Et pour les animer, notre conviction chez AXA Climate, c'est que ça passe par de la connaissance scientifique. Il faut absolument mettre la connaissance scientifique dans l'entreprise. Elle en est souvent trop éloignée. Et pour faire prendre conscience à chaque collaborateur de 3 sujets qui m'apparaissent assez fondamentaux. Le premier, c'est le sujet du systémique. C'est-à-dire que le sujet du climat de la planète, ce n'est pas un jeu de tiroir où on range le carbone, on range la biodiversité, et on a une satisfaction cartésienne à la façon dont on cartographie ces risques. Tout bouge, c'est complexe. Et donc, quand on se lance dans l'électrique, eh ben, ça a un impact sur la pollution. Quand on réduit la chimie en agriculture sur certaines grandes cultures, bah, ça sauve des poissons derrière parce que cette chimie ne va pas s'écouler par les rivières, ne va pas faire en sorte de priver d'oxygène des oiseaux, des poissons. Et donc il y a un vrai enjeu à comprendre que c'est compliqué, que c'est complexe et que les choses se répondent et qu'il y a des jeux à 2 bandes. Donc je pense que faire comprendre à chacun à quel point c'est complexe et systémique, c'est un vrai enjeu qui me semble extrêmement important. Le second enjeu important, c'est d'apporter une connaissance locale. C'est bien beau, en effet, d'avoir des rapports de Météo France, comme on a depuis quelques années, qui nous donnent des moyennes, qui nous disent collectivement là où on sera en tant que nation dans quelques années. Mais le besoin de l'opérationnel, de l'industriel, du collaborateur, c'est de savoir au coin de la rue, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce qui va devenir des températures. Rien que le hausse du niveau de la mer, quand on l'approche en moyenne, eh bien, on n'approche pas de la vérité, parce qu'il y a un écart très fort entre des régions où l'eau va beaucoup monter, et des régions où elles monteront beaucoup moins. C'est de l'ordre de 30%. Et donc le vrai point aussi très important autour de la connaissance scientifique, c'est de la rendre locale. Voilà. De passer du rapport GIEC à IPCC à un rapport local pour faire du sens vis-à-vis du collaborateur. Et je terminerai sur ma trop longue réponse, Cécile, pour vous dire que le 3e élément qui me semble important, c'est aussi de donner du sens aux objectifs qu'on se donne. Quand on dit on veut moins de plastique, moins de carbone, ça passe par, à mon avis, une vraie pédagogie sur la quantification de l'impact de l'entreprise sur la planète. Et donc la quantification de l'eau, l'impact sur la biodiversité. Plus on rend concret, matériel, un purpose, une stratégie, plus ça aura du sens pour toucher in fine dans ce quotidien le collaborateur. Je prends un exemple de purpose, de raison d'être, comme il y en a beaucoup dans le luxe, autour de la beauté. Ça, c'est un vrai sujet. Quand on a un purpose autour de la beauté, c'est quoi la résonance matérielle, scientifique de la beauté? C'est quoi la beauté d'une planète? Comment on l'évalue? Et je pense que cette connaissance scientifique peut être aussi un lien entre le purpose, la stratégie, souvent un peu top-down, et le quotidien des collaborateurs. Juste un point, je rebondis sur ce que vous disiez au début. Je ne sais pas si c'est une boutade ou presque. Vous parliez de ça ne ressemble pas à la boutade. Non, ma boutade. Une préoccupation des salariés. Est-ce que le cliché qu'on a, c'est qu'il y a quand même une rupture générationnelle? Alors, est-ce que cette rupture est exacte? La préoccupation des salariés, c'est en dessous d'un certain âge? Ou est-ce que maintenant, vous sentez que dans vos études que l'ensemble des salariés commencent à être préoccupés par cet enjeu climat, cette urgence climatique? Alors c'est amusant l'analogie avec le digital parce qu'on disait aussi la même chose entre guillemets, il y avait les vieilles générations qui ne savaient pas comment fonctionnait WhatsApp et les jeunes générations qui étaient sur la tech. En fait, on voit aussi que c'était une vision un peu caricaturée pour le digital, ça l'est aussi pour le climat. On arrive à mettre en mouvement toutes les générations et dans les communautés qu'on anime autour du climat, pour mettre en mouvement les collaborateurs, il y a de tous les âges. Ce que je dirais, il y a un élément fondamental et qui est un élément de risque aussi, qui est fondamentalement, ça peut être utile pour faire bouger nos dirigeants, c'est la difficulté à recruter pour les grandes organisations. À partir du moment où on n'a pas un discours clair sur ces sujets, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'organisations qui ont du mal à attirer des talents. Parce que la différence entre la jeune génération et la génération d'un âge plus âgé, c'est que les seconds sont déjà installés, lancés dans la carrière. Il est plus difficile de quitter une entreprise. Les jeunes générations ont le sentiment d'avoir plus de pouvoir vis-à-vis des grandes entreprises. En prenant cette décision, j'y vais ou j'y vais pas. Donc je pense que la différence générationnelle se situe probablement sur cet aspect du recrutement. Je voudrais faire peut-être un point sur l'évolution historique. Vous évoquiez tout à l'heure les études que vous faites. Alors,
si on va un peu plus dans le détail de comment les entreprises sont passées, vous avez parlé de l'évolution entre l'aspect très réglementaire, enfin très conformité, on va dire, à une réalité. Est-ce que ça se voit dans les chiffres? Et puis, je crois que vous ne l'avez pas dit, mais la DPEF, quand même, ça concerne surtout les grands groupes. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser la progression éventuelle aussi des plus petites structures? Alors tout d'abord, sur le périmètre, la DPEF, cette déclaration, elle va concerner en effet des grands groupes, mais la règle, c'est des sociétés qui ont plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 salariés. Donc c'est loin d'être que des entreprises cotées à l'international, etc. Donc on est sur une taille d'entreprise qui rentre dans le dispositif finalement plus basse. Donc c'est déjà un premier élément. Mais en effet, on n'a pas de TPE, on n'a pas de PME et on n'a pas d'entreprises plus petites qui sont dans ce dispositif de reporting. Aussi pour une raison, c'est que ça a un coût, un dispositif de reporting, donc il faut que ça soit progressif. Il y a tout un enjeu de progressivité qui sera sans doute à inventer dans les années à venir pour embarquer les plus petites entreprises. Donc là, c'est plus le sujet de périmètre. Après, dans les rapports, ce que nous, on a vu apparaître dans notre baromètre, c'est qu'à un moment donné, la RSE est remontée. Alors la RSE, le risque climatique, environnemental, social, je parle plus largement de ces sujets-là, est remontée dans l'arbre de décision de l'entreprise. Ça veut dire que c'est devenu un enjeu stratégique. Avant, on n'était plus sur de la compliance, en fait, aux réglementations, aux sujets, à la réglementation sociale, qui est assez forte en France, aux aspects environnementaux. Et à un moment donné, on a vraiment basculé en se disant, on parle de performance. Et performance, ça veut dire se fixer des objectifs, c'est extrêmement important, des ambitions, et des ambitions datées, avec un horizon temps court, moyen, long terme, et en effet assez long terme sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet climat. Et donc là, c'est remonté au niveau des dirigeants. Et donc, c'est plus l'apanage des directions de développement durable, c'est un sujet du conseil d'administration, c'est un sujet du directeur général, des COMEX. Et tout le monde s'en saisit dans ce cadre-là. Et nous, on le voit dans les rapports, parce que dès que la mention stratégie apparaît, objectif, ce qu'on ne voyait pas il y a 5-6 ans, autant d'objectifs, on n'en avait pas. Là, on a des objectifs climat, à horizon 2050, 2030, des ambitions fortes. Donc là, on se rend compte que le sujet est important et devient aussi important que le financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai la conviction qu'on ne peut plus analyser une entreprise en regardant uniquement sa profitabilité et son chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, on regarde du court terme, dans un premier temps, et on ne la projette pas dans l'environnement qui sera le sien demain. Et ça, c'est l'information environnementale, l'information sociale qui va nous le donner. Et il faut absolument, à un moment donné, lier ces deux sujets, arriver à les faire parler pour donner une information lisible aux salariés, aux parties prenantes externes, aux fournisseurs, aux investisseurs, etc. Et il faut arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus intégré. Et en effet, ça, on ne l'a pas aujourd'hui dans les rapports. Cette intégration globale, elle n'est pas encore là. On l'a juste au niveau objectif, stratégie, et on commence à avoir des informations un peu transverses. Hélène Valade, sur cette évolution que vous surveillez par l'ORSE. Je suis parfaitement en accord avec les propos qui viennent d'être formulés. Je rajouterais 3 choses qui me paraissent essentielles. C'est que dans cette évolution des entreprises, il me semble qu'il y a 3 choses qui ont bougé fondamentalement. On l'a dit tout à l'heure, le rapport au temps, c'est-à-dire l'intégration de ce temps long dans la stratégie d'une entreprise, ce qui est quand même important avec toutes les conséquences et les difficultés que ça pose. La conception elle-même de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui n'est plus dans un rapport uniquement avec ses clients, que ce soit du consommateur ou du B2B, mais dans un écosystème. Et c'est cette dimension-là qui est intéressante, holistique de l'entreprise, qui a un impact sur les territoires, qui a un impact sur l'économie et sur les communautés locales, qui a un impact sur les enjeux du climat. Et donc, la manière dont elle pense sa responsabilité, dont elle pense son impact, doit s'inscrire dans son écosystème. Et ça, c'est radicalement nouveau dans l'approche de l'entreprise. Ça a plein de conséquences, d'ailleurs, dans les cartographies de risque, qui fonctionnaient traditionnellement plutôt à l'inverse et qui ne dessinaient pas cette entreprise au milieu d'un écosystème avec une interaction, en fait, par rapport à cet écosystème. Puis la troisième chose, c'est la finalité de l'entreprise, qui est sacrément quand même remise en question. Vous le dites d'une certaine manière, je le dis de manière plus cash, c'est-à-dire que la finalité de l'entreprise n'est probablement pas simplement d'être sur un marché financier, mais elle est bien de contribuer
à ces enjeux de société. On parle du climat, on parle de la biodiversité, on parle de la réactivité d'une entreprise pendant la crise comme celle de la Covid. Voilà, sa contribution à l'utilité sociétale. Et c'est sur ces trois dimensions que les choses ont vraiment bougé au cours de ces dernières années, même si toutes les entreprises ne sont pas embarquées, mais en tout cas, le mouvement sur 10 ans, enfin, moi, ça fait pas mal de temps que je travaille là-dessus, je trouve ça assez incroyable. Et cette crise qu'on est en train de vivre encore, au fond, a accéléré un certain nombre de tendances qui étaient à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Gérard, je vous ai vu réagir tout à l'heure sur les PME. Alors, vous aviez l'air de trouver que ça bougeait aussi. Oui, je crois que globalement, alors je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit aussi dans une table ronde précédente par Antoine Frérot sur le concept d'entreprise plurielle, donc finalement sur une entreprise qui trouve une place différente dans la société, et aussi sur le fait que la crise dans laquelle on est plongé actuellement, la crise pandémique et ces différents satellites, finalement, c'est un accélérateur de changement, et sous l'angle du risque, ça conduit à un vrai changement de paradigme. Et je crois que ce changement de paradigme, même s'il est instrumenté de manière différente selon la taille des entreprises, parce que toutes les entreprises, effectivement, ne sont pas soumises à des déclarations de performance extra-financières, etc. Mais en tout cas, ça amène tout le monde à se poser les questions sur deux axes qui ont changé. Le premier axe, c'est un petit peu la géométrie autour de l'entreprise. Quand on pense risque, et dans une PME, souvent le risk manager, c'est le patron de l'entreprise. Quand on pense risque, on voit bien que les frontières de l'entreprise, finalement, ne sont plus la limite. Ces frontières, elles se sont perméabilisées, dans un premier temps, sous la prise de conscience croissante de la responsabilité, donc de la RSE. Et effectivement, sans doute depuis une dizaine d'années, avec un mouvement progressif. Et puis aussi dans le temps, où aujourd'hui, on commence à regarder au-delà du budget ou du plan stratégique. On regarde des ambitions à 30 ans, 50 ans, en se disant finalement qu'est-ce que je serai aujourd'hui, parce que l'une des choses qui sont au cœur de l'entreprise, c'est quand même la préoccupation de la pérennité. Aucune entreprise n'est là pour disparaître. Et donc, cette intégration du temps long et cette intégration de l'ensemble de la société autour de l'entreprise, finalement, c'est un double changement de paradigme qui soit instrumenté par une cartographie des risques ou pas. Et donc, ça concerne finalement toutes les entreprises, y compris les PME. On a évoqué déjà la pression des salariés. Il y a quand même une pression, une attente aussi du côté de la réglementation, du côté de l'Europe, du côté français. Alors, je ne sais pas laquelle de vous, je pense que c'est vous deux, mesdames, les plus dans la réglementation. J'ai commencé sur le sujet français, on en a parlé avec les problématiques de reporting. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'Europe a suivi la France. Donc, il faut se le dire, pour une fois, on était précurseurs sur un sujet, donc disons-le une bonne fois pour toutes, et a suivi la France en allant sur le reporting extra-financier des entreprises, mais en poussant plus loin ce sujet climat. Le Green Deal, tout le monde en a entendu parler. Les ambitions de l'Europe à 2030 ont été renforcées. Il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, le Green Deal, c'est la déclaration qui a été faite. Voilà, le Green Deal, c'est le pacte vert, la déclaration qui a été faite il y a quelques mois maintenant, j'ai peut-être un petit peu plus sur le sujet, et qui engage l'Europe dans une trajectoire, on va dire, bas carbone, disons les choses telles qu'elles sont, et avec des jalons extrêmement ambitieux et qui concernent tout le monde, le citoyen comme les entreprises pour la suite. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, l'Europe, elle va prendre des leviers réglementaires. Donc une entreprise, de toute façon, convaincue ou pas convaincue, un patron, il va devoir y aller. Parce que derrière, il aura une pression assez forte à deux niveaux. La pression parce qu'il va devoir potentiellement produire un reporting, c'est ce qui existe déjà en France. Et une seconde pression, c'est que l'Europe, elle va bien entendu s'appuyer sur des fonds publics pour faire ce Green Deal, mais elle va aussi beaucoup s'appuyer sur des fonds privés. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'un des grands leviers, ça va être les investisseurs. En effet, aujourd'hui, la législation européenne vise ces investisseurs qui vont devoir publier de l'information sur leur stratégie d'investissement, et notamment la stratégie ESG. Alors ESG, RSE, dites-vous que c'est à peu près le même sujet. On parle d'ESG, environnement, sociétal et gouvernance.
quand on parle d'investissement et de RSE quand on parle d'entreprise. Mais mettez tout ça dans le même panier, on parle du même sujet. Et donc, ils vont devoir publier cette stratégie et ils vont aussi devoir expliquer finalement la durabilité de leur portefeuille. Donc ça, c'est un sujet que vous allez entendre parler, un mot un peu barbare, qui est la taxonomie des activités durables, mais qui a un objectif, c'est que les entreprises donnent une information sur la part de leur chiffre d'affaires qui est considérée comme durable. Et là, je précise bien, on parle bien d'activité, pas d'entreprise durable. Il faut bien dissocier les deux. On parle vraiment d'activité et la part de leurs investissements qui est durable. Et les investisseurs vont s'en saisir pour flécher leurs investissements. Concrètement, si je ne suis pas assez vertueux, puis en tant que dirigeant d'entreprise, mon activité n'est pas assez vertueuse, j'aurais du mal à lever des fonds, voire à emprunter? Ah oui, alors je suis convaincue qu'à moyen terme, en effet, ceux qui n'iront pas dans ce sens-là et qui ne feront pas cette transition, l'idée, c'est pas d'être bon ou pas bon, c'est d'être vraiment dans cette démarche de progression. Il y a des activités vertes, très bien, et il y a des activités qui vont se verdir et qui vont mettre en place des investissements, des développements, des changements de business model qui vont permettre d'être, en tout cas, plus durables. Et là, en fait, les investisseurs, ils vont regarder ça, ils vont regarder ces informations. Et à un moment donné, je pense qu'en tout cas au niveau européen, puisque là, on parle vraiment du périmètre de l'Europe, certaines entreprises auront du mal à se financer si elles ne vont pas dans ce sens-là. Donc on voit clairement qu'il y a aujourd'hui un lien entre financement et RSE, au point que certains réfléchissent à des, à des liens écrits. Hélène. Oui, pardon, c'est vraiment très très important de se rendre compte qu'en ce moment, il y a quand même un alignement des planètes nécessaires. La finance bouge, les entreprises bougent, l'opinion publique bouge. Bon, et donc, la réglementation bouge en même temps. Et depuis quelques années, on attendait cela. C'est-à-dire, on attendait au fond que les mouvements se coordonnent parce qu'une entreprise qui pourrait être très en avant sur les stratégies climat, dès lors que les investisseurs ne bougeraient pas sur la question, ça servirait strictement à rien. Et là, en effet, mais c'est pas nouveau non plus, la sphère financière, en mettant d'ailleurs sur le marché, en proposant des nouveaux outils, je pense notamment à tous ces enjeux qui permettent de flécher les investissements selon les impacts de l'entreprise. C'est quand même très très nouveau, les crédits impact, etc. Ça bouge beaucoup. Donc certaines entreprises, et notamment les plus avancées d'entre elles, ont l'audace de s'interroger sur la comptabilité. Qu'est-ce que la comptabilité? Quelles sont les visions du monde qu'il y a derrière la comptabilité? Que veulent dire les normes comptables? Est-ce que les normes comptables, on peut réfléchir à les faire évoluer ou pas du tout? Et donc, il y a un certain nombre de projets qui envisagent une comptabilité environnementale et sociale, c'est-à-dire au fond une comptabilité qui considérerait que nous avons une dette vis-à-vis de la nature et que cette dette, il faut et d'un, la calculer, et de deux, la provisionner. Alors, ça peut paraître tout à fait audacieux et tout à fait fou ou utopique, mais en même temps, des entreprises très sérieuses commencent à regarder cela de près, font des tests, et là aussi, c'est probablement une passerelle avec les directions financières pour travailler de concert à ce sujet qui vise, au fond, à donner une autre valeur à quelque chose dont on se rend compte tous que l'on est dépendant. C'est-à-dire, c'est au fond cette dépendance au capital naturel, cette dépendance au climat, dont on cherche à le traduire dans une comptabilité qui prendrait en compte cela. Donc, la chaire d'AgroParisTech pour la comptabilité environnementale, dont certaines entreprises sont partenaires, travaille d'arrache-pied sur ce modèle. On est pas mal d'entreprises à le tester sur un certain nombre de territoires. On en fera un état et une synthèse probablement dans un an. Mais en effet, c'est voilà, un moyen très concret, même s'il est très complexe, de rapprocher financier et extra-financier. Antoine, une réaction? Une question sur la réglementation, non? Vous ne me la posez pas? Non, je suis complètement en phase. Alors, j'étais sur ces travaux, vous les avez regardés aussi. Est-ce que la question que j'allais poser à Hélène aussi, elle disait à la fois c'est utopique et les premiers résultats sont déjà là. Concrètement, on peut espérer à quelle échéance un projet? Non, mais je prendrais aussi le contre-pied complémentaire, pas le contre-pied, mais on parle beaucoup de réglementation, il y a aussi de l'opportunité. Et évidemment que dans les grandes crises, dans les grands enjeux du passé, il y a des entreprises qui ont réussi à saisir l'opportunité
et de ne pas rester attaché au risque. Et je pense que c'est un vrai challenge. Là, je m'adresse plutôt aux dirigeants, quand ils pensent leur entreprise, quand ils la projettent sur un moyen long terme, de penser l'opportunité. Et parce que moi, je raisonne beaucoup par analogie, parce que ça m'inspire, mais la raison d'être d'AXA Climate, c'était de contribuer à mettre la planète Terre comme une partie prenante dans un maximum d'entreprises. C'est ça notre raison d'être, c'est ça qui bouge les équipes chez AXA Climate, au même titre que les collaborateurs, les clients et les actionnaires. Et j'aime bien faire l'analogie avec les collaborateurs, parce que si on revient à la fin du 19e siècle, si on se met du côté du patronat, un peu austère, un peu classique, on voit arriver les luttes sociales, on se dit « Oh là là, attention, là c'est des risques. Il va y avoir des risques de désordre, de fermeture dans les usines. Qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce qui va arriver à mon profit, à mon entreprise ?» Et je pense qu'on est arrivé collectivement à réintégrer les collaborateurs autour de la table de la décision, autour de la table du partage de valeurs. Et je pense que les entreprises qui arriveront à laisser une place à la planète en termes de partage de valeurs, pour comprendre ses besoins, comprendre ses intérêts, les aligner avec l'actionnaire, le collaborateur, le client, auront réussi. Et la manière de tirer l'opportunité, je pense la manière la plus simple, c'est de revenir dans cet écosystème qu'on décrivait au client. On n'a pas parlé du client, mais le client, de plus en plus, il est capable, dans son acte d'achat maintenant, de sanctionner positivement une entreprise qui bouge. Il y a beaucoup d'exemples, notamment en agroalimentaire, où des entreprises se sont dit « Ok, il faut qu'on aille plus vers le bio, il faut qu'on réduise notre chimie, il faut qu'on change notre manière de produire de la nourriture. » Et ils ont réussi à dégager des marges, parce qu'avec un discours client, un marketing qui leur a permis de conquérir des clients. Et un autre exemple aussi un peu plus B2B, je pense à tous ces centres commerciaux là, dont on discute le destin dans cette situation de Covid, sur lesquels on réalise quelques études d'adaptation pour voir comment en effet ils vont résister à des chaleurs plus accentuées. La vraie opportunité du centre commercial, c'est de réinventer sa place dans la cité. C'est de se dire, je vais passer d'un bâtiment un peu austère, un peu gris, à un bâtiment végétalisé. Et qui dit végétal dit une autre façon de penser l'animation dans le centre commercial pour faire venir mes clients. Et donc fondamentalement, la vraie question, elle est là, pour tout un chacun, c'est de se dire, par rapport à ce qui arrive, comment je dépasse le risque pour aller saisir l'opportunité et rencontrer mes clients. Alors très concrètement, comment est-ce qu'on arrive à mettre l'entreprise en mouvement ? Ce qu'on comprend bien là, c'est que le sujet est devenu stratégique, hein. Il implique les financiers, il implique les responsables RSE, les responsables des risques travaillent dessus. Gérard, comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ce monde autour de la table pour concrètement avancer dans l'entreprise sur ces sujets ? Alors moi, je vais déjà mettre un petit bémol à ce qu'Hélène Valade a dit tout à l'heure. Pas de conflit sur le plateau, s'il vous plaît. Sur effectivement la carte météorologique projetée à l'horizon 2050, parce que je n'ai pas la perception que ça fasse peur finalement. Entre ce plateau et puis la rue qui est juste à côté, il y a bien plus de 4 degrés d'écart et finalement on est habillé pareil sans ressentir une gêne particulière. Et le fait de parler pour un certain nombre de gens, alors on l'a dit, il y a un effet générationnel qui est clair, mais pour une bonne partie de la population, des collaborateurs, des entrepreneurs, le fait de parler d'un réchauffement de 2 degrés à un horizon qui est dans plusieurs décennies, c'est pas suffisamment mobilisateur. Je pense qu'un des éléments pour mettre en mouvement les entreprises, c'est de passer à un discours qui est finalement très concret, un discours du quotidien. Le sujet de fond reste le même, hein. Par contre, il est plus facile de parler de dérèglement, je pense, de dérèglement climatique que de réchauffement. Et plutôt que de parler de 2 degrés dans quelques décennies, de parler des événements qui sont des événements locaux, multiples, et comme Hélène Valade l'a dit tout à l'heure, des événements qui se sont déjà matérialisés et qui sont souvent assez médiatisés. Donc un des bons moyens pour faire de la pédagogie, finalement, c'est de regarder les sinistres. Aujourd'hui, les sinistres que les assureurs aussi constatent. Et là, on a une base de données qui est finalement assez large pour que si d'aventure certains ne sont pas mobilisés par ce discours général, par des éléments qui sont apportés par les scientifiques, qu'on ait au moins l'utilisation des sinistres récents et des phénomènes très locaux qu'on est capable aujourd'hui de prévoir, de décrire à un horizon de très court terme. Je pense que ça, c'est une ressource majeure. Qui montre l'accélération concrètement des catastrophes naturelles. On en a de plus en plus. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer ce message dans l'entreprise ? On en a de plus en plus. J'apporterai une petite nuance scientifique pour donner de la substance à ma première intervention. Vous l'avez dit. Il y a plus d'intensité.
C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, c'est que plus il y a réchauffement, plus l'atmosphère peut absorber de vapeur d'eau. Et donc, plus quand ça pète, ça pète. Et donc, c'est plus l'intensité de la précipitation en moyenne qui a l'impact plus que la fréquence. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'en tant qu'assureur, quand on regarde nos chiffres, il est très compliqué de séparer l'accroissement de la population, la densité, le GPD pour vraiment déliner l'impact du climat. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, en tant qu'assureurs, en investisseurs, évidemment qu'on a commencé à réorienter nos investissements à l'actif sur ces sujets qui ont du sens pour la planète, mais c'est ce qu'on est en train de préparer. C'est-à-dire comment le sujet de la planète et du climat, on l'intègre by design dans la façon dont on souscrit et dont on prédit le risque et dont on accompagne nos clients. Donc c'est évidemment le climat, en assurance, on est bien placé pour le savoir, une thématique qui parcourt notre chaîne de valeur. Alors, une question, à quand de vraies décisions de politique entrepreneuriale? Comment faire des changements forts et concrets? Qui veut se lancer dans cette question sur les politiques entrepreneuriales? Comment est-ce que... Moi, je pense que cette question est très pertinente. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on ait un discours et des actions un peu plus forts que ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant. On est là face à un enjeu qui est absolument incroyable et qu'on devrait mieux chiffrer pour en prendre la mesure. Parce que la question que vous avez posée, comment on fait pour faire bouger en entreprise, on parle le langage des interlocuteurs que nous avons. C'est-à-dire à un patron, on parle plan stratégique, donc un peu de long terme tout de même, et à un financier, on parle traduction de ces phénomènes extrêmes sur ses assets et sur sa marge. Donc je pense tout de même qu'on a besoin d'aller un peu plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ces transformations dont on parle, et je comprends comme ça la question, c'est des transformations radicales de business. Ce sont des business qui se dirigent vers de la sobriété, qui sont en train de modifier complètement leur raison d'être, pour le coup, économique, comme Renault qui s'inscrit dans une trajectoire d'électrique. C'est l'agroalimentaire dont vous parliez tout à l'heure, qui s'inscrit dans le bio et qui est en train de revoir complètement d'ailleurs son modèle, y compris de vente et de lien avec ses fournisseurs, parce que c'est ça qui est capital. C'est tout ça. C'est franchement le changement de modèle économique et l'acceptabilité que la responsabilité de l'entreprise, c'est peut-être aussi d'aller dans le sens d'une plus grande sobriété d'un certain nombre de comportements, et c'est d'aller jusqu'à cela, c'est-à-dire l'usage de nos produits chez nos consommateurs et leur capacité à les utiliser, à les recycler, à en faire autre chose, etc. Au fond, ce sont d'autres modèles économiques qui sont en train de se préparer. Personne n'a prononcé le mot de modèle de l'économie circulaire, et moi je crois que c'est ça qu'il y a derrière, c'est-à-dire la recherche de nouveaux modèles économiques. C'est ça la transition, hein. C'est comment transformer ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a toujours fait, pour avoir un impact plus positif à la fois sur l'environnement et sur la biodiversité. Et c'est, mais pas simplement la connaissance qu'il faut apporter, même si elle est capitale et il faut donner le sens des efforts que nous faisons, mais c'est probablement l'implémentation d'une culture de l'impact, que à l'intérieur de nos entreprises, chaque salarié, chaque collaborateur soit amené à se poser comme un réflexe cette question, mais mon Dieu, mais ça, je le fais comme ça, et si je le faisais autrement, qu'est-ce que ça changerait ? Parce que la vraie réponse à cette question, c'est est-ce que je vais avoir le courage de changer mes sacro-saints habitudes? Est-ce que, au fond, c'est pas ça le sujet, hein? On a des solutions technologiques, on a des liquidités sur le marché en ce moment, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Bon. La vraie question, à mon avis, c'est d'apprendre à fonctionner littéralement autrement et donc révisiter un certain nombre d'habitudes. Et donc, pour l'interne et pour les salariés, c'est avoir cette culture de l'impact un peu systématique. Alors, je voudrais qu'on revienne sur 2 points. Le change management, peut-être je vous donnerai la parole, mais avant, vous avez parlé, Hélène, des données chiffrées, l'importance d'avoir des indicateurs. Alors, c'est vrai qu'on a longtemps dit sur les indicateurs RSE que chaque entreprise avait le sien, que ce n'était pas fiable, qu'on avait du mal à poser un cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'information extra-financière est juste et permet de progresser? Alors, l'information financière est fiable,
Pardon, on est extra-financière d'accord, et fiable. extra-financière. Ah oui, je commence à mixer les deux. Et financière aussi, On je espère, l'espère, parce que financière, sur normalement, le on a un sujet, peu plus de... il y a un peu plus de recul. Donc l'information financière est fiable et l'information extra-financière est fiable, je dirais, dans certains cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information extra-financière est auditée dans certains pays par un vérificateur. Et en effet, je parle sur ce que je fais au quotidien, mon métier. En France, on audite cette information. Donc, on la vérifie, on s'assure des process et on donne une assurance sur cette fiabilité. Ce n'est pas le cas partout. En Europe, il y a 2 autres pays qui le font, c'est l'Espagne et l'Italie. Et ailleurs, c'est une démarche volontaire. Ça veut dire que vous lisez les conclusions d'un rapport qui est en Allemagne et qui n'est pas vérifié. Je pense qu'on peut décemment se poser la question, est-ce que la donnée est fiable ? Parce que l'information extra-financière, c'est complexe. Il faut vraiment se le dire, avoir cette information-là. Les sources sont différentes, les contributeurs sont multiples, les processus ne sont pas encore vraiment mis en place. Ça demande quand même du temps, du travail. Et ce regard du vérificateur permet vraiment d'apporter cette confiance. Et elle est essentielle. Et donc, il faut, à terme, si on se dit que l'information financière et l'information extra-financière sont au même niveau, eh ben, il faut qu'elles aient le même niveau de fiabilité et qu'on ait le même niveau d'assurance. Ça, c'est vraiment important pour avoir cette confiance. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, aujourd'hui, c'est pas très comparable. Ça n'a pas changé. Ça va changer, je l'espère, puisque l'Europe s'est penchée sur le sujet. Mais c'est quand même compliqué, et je pense à ces investisseurs, à ces parties prenantes qui lisent les rapports, c'est quand même pas simple de comparer même des entreprises du même secteur sur le même indicateur, parce que la définition, et moi je vous le dis puisque je les vois, ne sont pas les mêmes. Donc on a des tendances, mais on ne peut pas les placer à un niveau près en disant là c'est la première, c'est la deuxième, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible, il faut une même définition, il faut ce regard du vérificateur pour se dire à un moment donné, on va mettre de la comparabilité, on va mettre quelque chose d'un peu plus concret. Mais là, pour l'instant, on est plus sur de la tendance, plus sur... mais une tendance importante pour l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, elle a sa définition à un instant T. 5 ans, 10 ans après, elle aura toujours peut-être la même définition et on verra sa progression. Et ça, c'est essentiel en termes de transition et d'évolution, d'avoir cette progression. Il faut la garder. Maintenant, un peu plus d'homogénéité, de comparabilité, je pense que ça ferait du bien pour mettre un peu plus d'émulsion dans les secteurs sur ces sujets-là et se projeter plus simplement. Alors, une question qui s'affiche, qui est particulièrement piégeuse, mais je vous la soumets quand même. Quels sont les meilleurs indicateurs RSE indépendants ? Alors, je sais que ça dépend des secteurs, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si vous deviez recommander à une entreprise qui se lance dans une démarche 2-3 indicateurs, par quoi commencer ? Alors, déjà, moi, je lui dirais, pour choisir ces indicateurs, regardez vos enjeux. Ne partez pas sur tous les sujets en se disant alors il me faut de l'effectif, il me faut de la formation parce qu'en fait c'est un sujet important et puis alors un peu d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas l'idée, c'est de se dire moi mon activité c'est quoi, mon business model, quel est mon business model aujourd'hui, qu'est-ce qui sera demain et qu'est-ce que je dois suivre. Donc, en effet, une société de services qui a de nombreux salariés et finalement sa force, c'est ses salariés, elle va renforcer ce volet salarial de compétences, d'attractivité sur des sujets-là. Une entreprise industrielle, en effet, il va falloir qu'elle pense à sa chaîne d'approvisionnement fournisseur, comment elle traite avec cette chaîne d'approvisionnement, il va falloir qu'elle pense à ses émissions, à ses consommations industrielles et puis à son produit, à l'économie circulaire. En effet, c'est un sujet essentiel. C'est qu'à un moment donné, le produit, qu'est-ce qu'il va devenir ? Comment il va être utilisé ? Est-ce qu'il est réparable ? C'est quand même on a beaucoup parlé dernièrement. Et est-ce qu'il va rentrer dans un processus de recyclage, de valorisation ? Circulaire. Et c'est cette vision globale qui va permettre de se dire, OK, si j'ai 3 sujets, ça va être peut-être ma chaîne d'approvisionnement, mes consommations d'énergie et, je ne sais pas, dans un secteur industriel, les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail. Et c'est ça que je dois suivre en priorité et mettre mon énergie. Après, le reste, ça viendra avec le temps, avec les attentes, mais ciblons les sujets et ne disons pas il faut absolument que tout le monde ait un bilan carbone. Ce n'est pas l'objectif. Hélène, en complément. Juste très rapidement, il me semble pas simplement une question d'indicateur, mais une question d'unité de mesure. Autant on a des tonnes de carbone pour mesurer et renvoyer au climat, autant par exemple sur le sujet de la biodiversité, les unités de mesure n'existaient pas. Et quand elles existent, elles ne renvoient pas toujours à des normes qui font consensus sur un plan international. Il y a une bataille en ce moment entre normes privées et normes issues de la normalisation ISO, qui, moi, me semble extrêmement importante, dont on ne parle jamais, mais qui est pourtant capitale. Parce que si on veut être sérieux et si on veut rapprocher tout ce dont on disait tout à l'heure, c'est-à-dire résultats financiers et résultats extra-financiers, encore faut-il qu'il y ait une définition commune, non pas des indicateurs, pardon, mais des unités de mesure. Et ça, on n'y est pas. Ça, vraiment, on n'y est pas.
Antoine, vous vouliez réagir? Il y a une notion aussi importante en termes de culture, c'est la notion de scénario. Parce que si on revient avec, je reprends ma casquette d'assureur, on a nous prédit beaucoup les risques sur la base des réalisations passées. Le vrai challenge qu'on a en assurance, mais également chez l'ensemble des autres dirigeants d'autres secteurs, c'est de raisonner le monde de demain en scénario. Il y a des scénarios optimistes, il y a des scénarios pessimistes. C'est encore une fois de la complexité. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive à avoir une culture où on dit à quelqu'un le point B n'est pas forcément aussi précisément fixé que tu en avais l'habitude, mais fondamentalement, tu démarres d'un point A, tu as une raison d'être, tu as une finalité d'entreprise à laquelle tu peux te raccrocher. Maintenant, tu as des scénarios, et donc ma responsabilité en dirigeant, c'est de te les mettre entre les mains pour te permettre de comprendre le monde dans lequel tu vas évoluer. Et ben ça fait appel à chacun d'entrepreneurs, en fait. Et donc, ça permet de mettre en mouvement les entreprises. Un deuxième point aussi très pratico-pratique, je reviens toujours à ça, mais on a besoin de comprendre le monde dans lequel on vit. On a besoin de comprendre l'impact de ce qu'on fait. On a besoin de comprendre l'impact sur la biodiversité, les ressources naturelles et sur le climat. Et je pense que les entreprises ont besoin aussi de se projeter. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est à 2030, à 2050, à quoi ressemble le monde à travers 2-3 scénarios, et obliger chacun de nos dirigeants, et même nous, dans notre propre métier, dans notre quotidien, à faire cet exercice de projection. Parce qu'en fait, il va te mettre de côté, en faisant ça, on met de côté, d'un point de vue quasiment un peu psychanalytique, la pensée du risque, la pensée du chemin. On arrive tout de suite au point d'arrivée, et ça permet de se projeter et de le vivre. Et d'une certaine façon aussi, il y a le rationnel, il y a les chiffres, mais il y a aussi à un moment donné l'énergie, les guts, comme on dit, et l'envie de bouger. Et donc je pense que poser cette question dans vos entreprises de quelle est votre projection en 2030, à quoi ça va ressembler, je pense que c'est une bonne question pour amener les bonnes discussions et demain les bonnes décisions. Alors justement, ce que vous dites sur les scénarios, je reprends une question qui a été posée tout à l'heure pour vous la poser, Gérard. Comment est-ce que toutes ces réflexions, on les imbrique dans la démarche ERM de l'entreprise? Alors ERM, c'est Enterprise Risk Management, donc toute votre pensée du risque dans l'entreprise, votre gestion du risque dans l'entreprise. Comment est-ce que les deux démarches peuvent s'imbriquer, ERM et RSE? Et puis, je l'avais formulé encore plus terre à terre, comment est-ce que tous ces risques, on les casse dans la cartographie et on les transforme en action dans sa gestion du risque? On veut notre cartographie. Alors, je ne sais pas si je vais vous rendre la parole avant la fin de. Et vous avez 2 heures. Non, vous avez 3 minutes. Mais je vais commencer, Cécile, si vous le voulez bien, je vais commencer par ma réponse, en fait, par une réponse à la question sur les meilleurs indicateurs RSE qui étaient posés. Alors, ma réponse va différer de celle qui a été donnée. Finalement, les meilleurs indicateurs RSE, c'est ceux que moi-même, entreprise, c'est ceux que je vais identifier par mon exercice de cartographie comme étant les plus pertinents, aussi les plus fédérateurs. Et pour faire cet exercice, finalement, ce que je vais analyser, et ça a été dit, c'est l'ensemble des impacts. Donc une vision à 360 degrés. Le rôle de l'approche par les risques, c'est vraiment de favoriser cette approche à 360 degrés. Je vais regarder la dimension financière, la dimension stratégique. Vous vous souvenez, en introduction, j'ai parlé de la mine de charbon. Je fais quoi demain? Des risques opérationnels, mon usine en bord de mer avec la montée de l'océan, il faut que je réfléchisse à ce que je vais en faire, mais aussi des impacts sur les territoires qui m'environnent, les impacts humains avec potentiellement des déplacements de population qu'on commence à voir, etc. Donc vraiment une vision à 360 degrés, une réflexion, là encore sur différentes échelles de temps, et à partir de là, l'entreprise va sécréter finalement les indicateurs RSE qui ont du sens pour elle, pour sa chaîne de valeur, pour son écosystème, donc sur ce qu'on va attendre de l'entreprise. Et ça permet aussi d'éviter un écueil qui me paraît avoir un peu de matérialité aujourd'hui, c'est que finalement, l'apport de textes, de réglementation, conduisent des gens à se dire tout ça, c'est encore de la conformité, de la compliance. On l'évoquait. Et on est en train de s'éloigner finalement du sens que doit porter l'entreprise et du sens qui doit être porté par l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes de l'entreprise. Voilà, donc le message, il est simple, hein, l'approche par les risques, elle permet cette analyse qui identifie bien par 360 degrés sur les impacts, qui identifie bien ce qui a du sens pour l'entreprise, et c'est ça qui tire l'ensemble de la démarche, en fait.
Il y a les La outils. Les oui. outils, ça vient toujours après. Je suis complètement d'accord. On commence par les hommes et les femmes. Moi, j'ai un challenge officiel pour ceux qui nous écoutent, les risk managers. Allez voir la RSE, le responsable de la RSE, et fixez-vous comme challenge pour le premier quarter 2021 d'aller voir votre directeur général avec une intention commune. Vous allez voir, vous fixez ce challenge, vous dire que vous avez un moment 30 minutes avec un dirigeant pour avoir une intention et une prise de parole commune, va amener ce que je pense, ce qui est absolument nécessaire et ce qui n'est malheureusement pas encore assez le cas, à casser les silos. Je pense qu'entre la RSE, la finance, le mariage commence à prendre. Je pense qu'il faut vraiment que les risk managers aillent vers les RSE et vice-versa pour qu'il y ait une prise de parole et une voix commune. Et voilà, donc je pense que c'est un beau challenge, au-delà des outils et des cartographies, que de rendre ça possible dans les entreprises. C'est d'ailleurs le mot d'ordre de l'ORS, et donc AXA est membre de l'ORS. Donc J'en suis un très merci bon élève. infiniment J'en suis de un le très bon porter élève, Hélène. aussi fortement. Et puis le rôle des CAC est très important aussi là-dessus. Les CAC, c'est les commissaires aux comptes. Pardon, excusez-moi. Oui, les commissaires aux comptes, puisqu'ils peuvent aussi nous aider à faire cette passerelle avec les directions financières. Et moi, je plaide aussi beaucoup pour une vision de ces CAC qui soit un peu plus transversale dans l'entreprise. Je pense que vous avez aussi votre responsabilité à prendre dans cette affaire-là. Oui, On est tous mouillés. Non, mais en effet, on est tous, et on en a conscience. En fait, c'est vrai on a eu les mêmes problématiques que les entreprises dans les cabinets d'audit au sens large. C'est qu'on a eu tendance à siloter. Voilà, les commissaires aux comptes et la comptabilité, et puis l'information extra-financière. Bon, ensuite, il y a eu des vérifications, donc on se parle, on travaille quand même ensemble. Et chacun avançait avec ses directions, ses interlocuteurs. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand moi je commence à voir la direction des risques, en effet, j'ai quand même intérêt à en parler au commissaire aux comptes en lui disant, par ailleurs, sur mon sujet, j'ai quand même des discussions avec la direction des risques et la direction développement durable. Il y a quand même quelques petits sujets stratégiques. Et donc, nous aussi, au sein de l'entreprise, au sein de Mazars, et on le fait aujourd'hui, on a un sujet d'acculturation extrêmement important de nos commissaires aux comptes pour leur dire, non, la taxonomie, c'est un sujet super important. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. C'est essentiel parce que ça va te concerner demain, parce qu'il va falloir l'auditer. Et on va l'auditer ensemble. Et donc ça, ce sujet-là, il est aussi transverse au sein des cabinets. Et nous, on se transforme. Et notre rôle, en effet, c'est de dire que moi, mon associé commissaire aux comptes vienne voir la directrice développement durable et que moi, je puisse rencontrer potentiellement le directeur financier pour lui expliquer tous les sous-jacents. Et on doit se passer la balle, se parler et comprendre de manière transverse la stratégie et les enjeux de demain de l'entreprise, et on ne peut le faire qu'ensemble. Et en effet, notre rôle est d'inciter à ces directions à se parler, à se rencontrer et à avoir des réunions communes, en fait. Il faut se dire les choses, et on a un rôle essentiel, et on le sait, et on avance aussi sur ces sujets, mais parce que aussi les entreprises nous poussent, en fait. On travaille vraiment ensemble là-dessus et nous challenge. Et donc, on se doit de répondre aussi à ces exigences. Alors, c'est très clair. On arrive presque au terme de cette table ronde. Je vais peut-être vous demander le message fort que vous voudriez bien faire passer aux responsables des risques, mais aussi aux dirigeants qui nous écoutent. En 30 secondes chacun, voilà, quel est votre... C'est pas sympa de me regarder comme ça. Dis, parce que voilà, c'est côté... Déjà, je vous remercie parce que je sors d'une vilaine quinte de tout, donc j'espère que vous avez réussi à m'entendre. Plus sérieusement, moi, je pense que je vais me faire le porte-parole de Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez probablement pour la plupart, qui est une grande scientifique, qui porte des travaux importants pour le GIEC, qui passait devant le Sénat, et un des sénateurs lui a dit « Mais finalement, tout est réuni, on commence nous-mêmes à bouger, les CAC bougent, la RSE bouge, le risk manager bouge, mais qu'est-ce qui manque ?» Et elle a répondu « Le courage ». Et ça, c'est très, très, très concret. C'est évidemment le courage du dirigeant, mais c'est aussi le courage du risk manager de se dire « Ah ben, je vais commencer mon quotidien aujourd'hui, mercredi matin, par franchir cette porte et aller franchir une porte dont je n'avais pas l'habitude, qui est celle d'une direction du réchauffement durable. » Donc, moi, le message, c'est vraiment une question de courage. Il y a l'entrepreneuriat, une volonté de casser les lignes, de les bouger. Et donc, individuellement, ça nous ramène au courage qu'on met dans l'aventure. Hélène, votre message ? Mon message, c'est d'avoir le courage de penser l'impensable. Et ce qu'on a vécu pendant cette crise montre très bien la limite de l'analyse de nos propres risques. C'est-à-dire que le risque de pandémie avait été analysé dans les cartographies de risque d'un certain nombre d'entreprises, sauf qu'on n'y croyait pas. On n'y croyait pas parce qu'on se disait c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible parce que c'est impensable. Donc, si on fait bien tout ce qu'on a à faire sur les risques, et notamment sur le risque climat ou sur les risques RSE, c'est parfait. Mais si on ne croit pas aux propres risques qu'on est en train d'identifier, alors franchement,
ça ne sert à rien. Donc, se forcer par des scénarios à penser ce qui ne rentre pas dans les cases aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la vraie prospective, en fait, me semble absolument essentiel pour renouveler cette approche par les risques. Moi, je prendrais 2 mots, décloisonner. Décloisonner les organisations sur ce sujet et la pensée. Donc, ouvrir à l'écosystème. Arrêter d'être vraiment sur l'entreprise et son impact direct sur son activité. Et le deuxième point, c'est écouter. Écouter les parties prenantes, les attentes, parce que justement, il y a tous ces citoyens, ces futurs salariés, ces salariés qui donnent de l'information sur là où ils voudraient aller. Et en écoutant, on peut aller sur des business extrêmement intéressants et changer sa manière de fonctionner. Donc, décloisonner, écouter. Gérard, votre message? Voilà, moi je me retrouve assez largement dans ce qui vient d'être dit. Ce que je voudrais souligner, c'est que progressivement, la RSE a rendu les frontières de l'entreprise beaucoup plus transparentes, perméables. Ça a permis aux risk managers aussi d'avoir une approche décloisonnée du monde, de plus raisonner seulement en impact sur l'entreprise, mais en impact de l'entreprise sur la société, sur la planète de manière générale. Et cette approche, finalement, si au moins on trouve un mérite à la crise pandémique, c'est celui d'avoir accéléré, finalement, ce mouvement, d'avoir été un accélérateur de maturité en matière de risk management. Le deuxième point, c'est que finalement, le risk manager est aujourd'hui, au bout d'un an, beaucoup moins vécu comme le messager de mauvais augure, le porteur de mauvaises nouvelles, donc celui qu'on brûlait au Moyen-Âge. On ne peut pas se quitter sur ça, Gérard. On est sur celui qui aide à réfléchir, qui aide à naviguer par gros temps, qui à la fois est capable d'intégrer la crise, donc le temps court des opérations, mais qui aide aussi comme une vigie un peu à regarder loin et à regarder de façon complètement périphérique pour aider l'entreprise, pour lui permettre de progresser. Je crois qu'avec ce mouvement qui a été accéléré, finalement, on est en train de trouver une nouvelle sagesse en matière d'approche par les risques. Et cette sagesse, je pense qu'en tout cas, par l'appropriation qu'elle permet et par l'approche qu'elle donne, c'est ce qu'il y a de mieux pour traiter le risque climatique. Très, très fort de revenir au titre de ces rencontres. Bravo. Et alors vous, parce qu'on s'est promis d'écouter votre feedback, est-ce qu'on vous a convaincu? Moi, j'étais convaincue d'avance. C'est trop facile. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est maintenant l'heure de la pause. Vous avez rendez-vous à 14h pour la reprise de la plénière. Et moi, je vous retrouve à 14h50 pour une table ronde consacrée à la gestion globale des risques. Merci beaucoup.